bon réveil, merci d'avoir choisi i24 News pour vous informer. Voici les titres à la une de l'actualité. Israël resserre son étau sur ses extrémistes juifs. De nouvelles arrestations d'activistes connus des services de sécurité depuis longtemps. Et on tente ce matin de mieux comprendre l'idéologie derrière cette mouvance. Et puis l'été de tous les records au Moyen-Orient, la vague de chaleur qui frappe la région est quasi inédite. 74 degrés se sont affichés sur un thermomètre en Iran. L'Irak est en proie aux pires coupures d'électricité de son histoire. Et Israël a enregistré hier sa première victime. Et puis à un mois du vote au Congrès sur l'accord nucléaire iranien, Barack Obama doit prononcer aujourd'hui un discours historique à l'université de Washington, un lieu hautement symbolique puisque le président Kennedy s'y était exprimé pour convaincre le peuple américain de prévenir une guerre nucléaire avec Moscou il y a 50 ans. C'est ce qui s'appelle ne pas faire les choses à moitié. Le cadeau de mariage de Cristiano Ronaldo à son agent, une île grecque, la star du Real Madrid a pulvérisé la compétition du cadeau d'union. Le détail dans un instant. Enfin, le mois d'août débute et vous venez d'arriver sur votre lieu de villégiature. Alors tout va pour le mieux, mais derrière la zen attitude se cache l'angoisse de tout parent. La perte de son enfant sur la plage, et oui, ça arrive souvent. À suivre, quelques conseils. Bienvenue à tous. Les services de sécurité israéliens sont donc passés à la vitesse supérieure. 2 extrémistes juifs ont été arrêtés hier. L'un d'entre eux, Mordechai Meir, habitant de l'implantation de Ma'ale Adumim, a été placé en détention administrative et ce pour une durée de 6 mois. Une mesure appliquée, vous le savez, jusqu'à présent avant tout contre des terroristes palestiniens. C'est le ministre israélien de la Défense, Moshe Ya'alon, qui a signé ce premier ordre de détention administrative à l'encontre donc de cet extrémiste juif. Je vous propose de l'écouter. Nous avons l'intention de combattre le terrorisme juif sans aucun compromis. Il s'agit d'une lutte pour l'image de l'État et nous n'avons pas l'intention d'y renoncer. Le cabinet de sécurité a pris certaines décisions importantes et il a donné son feu vert aux détentions administratives. Bonjour Michael Blum, merci d'être avec nous, journaliste franco-israélien. Vous êtes spécialiste des territoires. Alors ces premières arrestations prouvent que le gouvernement israélien a finalement décidé de mettre le holà à l'impunité contre ces juifs extrémistes. Je ne sais pas si on peut parler d'impunité. Et si depuis des mois, cette dernière année, il y a eu des dizaines d'actes de vandalisme contre des églises, contre des mosquées, il y a déjà eu plusieurs attaques terroristes contre des civils palestiniens. Les services de sécurité tentent par tous les moyens de les arrêter. Donc il y a pas... Sans beaucoup de résultats tout de même. Il n'y a pas eu énormément de résultats, mais il y a eu quand même beaucoup d'arrestations. C'est plus difficile après d'amener des preuves, etc. Il ne s'agit pas ici de réseaux avec des dirigeants, avec une structure organisée, comme c'est souvent le cas côté palestinien. C'est ce qui a rendu plus difficile au service de sécurité la possibilité de mettre fin à ces activités. Néanmoins, il y a des arrestations. Il y a eu des arrestations des responsables de l'incendie de l'église près de Tibériade. Il y a eu de nombreuses arrestations. L'attentat de la semaine dernière a forcé les forces de l'ordre à aller plus loin. Donc ces détentions administratives qui sont appliquées pour la première fois à des juifs, et en l'occurrence à des suspects, puisqu'il ne s'agit pas de gens directement liés à cet acte, enfin en tout cas on ne le sait pas, montrent que les autorités israéliennes vont aller plus loin, et c'est quelque chose de nouveau et qui est important apparemment pour les autorités, puisque dès l'annonce de l'attentat vendredi, le Premier ministre, le ministre de la Défense, les responsables sécuritaires ont annoncé qu'ils feraient tout pour mettre fin à ces actes de terrorisme. Pourtant, on a reproché notamment les chancelleries occidentales au gouvernement Netanyahou d'avoir trop longtemps laissé faire ces terroristes juifs. Pour vous, ça n'a pas été le cas? Non, ça n'a jamais été le cas. Je pense que les autorités israéliennes ont tout de suite compris le danger. Non seulement le danger évidemment sécuritaire, à partir du moment où des gens commettent des attentats, il faut les arrêter, mais également au niveau de l'image d'Israël dans le monde. Si Israël n'est pas capable d'arrêter ses propres citoyens quand ils commettent des actes terroristes, c'est sûr que ça donne une très mauvaise image. Je pense que les services de sécurité ont tout fait pour arrêter ces gens. Aujourd'hui, le fait de passer à des détentions administratives, les arrestations d'hier, montrent qu'Israël passe au niveau supérieur. Alors, on a reproché quelque part à Binyamin Netanyahou d'avoir laissé faire à cause de la connotation politique, évidemment la couleur politique de son gouvernement, où ce mouvement des implantations est largement représenté. Ce laisser-faire qu'on lui a reproché n'avait rien de politique, encore une fois, selon vous?
Aucune chance. Excusez-moi, mais ce mouvement, qui n'est pas un mouvement organisé à nouveau, pas structuré, on parle de radicaux, d'une frange radicale extrémiste qui compte quelques centaines de personnes en Judée-Samarie et ne sont pas soutenus ni par les dirigeants des implantations, ni évidemment par le gouvernement. Il n'y a aucun soutien politique, il n'y a aucun soutien moral. Il n'y a pas de rabbins, de personnalités connues qui les soutiennent. Il s'agit vraiment de groupes radicaux, souvent contre toutes les valeurs de l'État, qui ne votent pas. Il s'agit de jeunes qui sont en marge de la société, en marge de la société dans laquelle ils vivent souvent, c'est-à-dire en marge de ce mouvement sioniste religieux qui pousse, oui, à construire plus, à élargir le mouvement des implantations sans pour autant, évidemment, passer dans l'illégalité. Alors justement, on restait avec nous, Mickaël, on va tenter de mieux comprendre quelle est l'idéologie derrière ces groupuscules d'extrême droite. Hier, c'était le chef de file de ce groupuscule qui était arrêté, une première arrestation hautement symbolique dans ce milieu, puisqu'il s'agit de Meir Ettinger, petit-fils du fondateur du premier mouvement d'extrême droite en Israël. Son portrait signé Maxime Perez, et on en parle juste après. C'est le premier acte d'une lutte que les autorités israéliennes ont promis de livrer aux extrémistes juifs. Meir Ettinger, 23 ans, vient d'être arrêté par les services de sécurité intérieure du Shabak, qui en avaient fait leur ennemi public numéro 1. Ce jeune activiste risque d'être impliqué pour crime nationaliste. Il serait le commanditaire de l'incendie de l'église de la multiplication des pains le 18 juin dernier, sur les bords du lac de Tibériade. Lui avait échappé à la justice, mais pas ses deux compères qui risquent aujourd'hui une lourde peine. Sur son blog La Voix juive, Ettinger ne cachait pas ses opinions. Il avait justifié les attaques menées contre des églises et surtout des mosquées qu'il qualifie de lieux de culte païens. Une idéologie qu'il tient peut-être de son grand-père, le rabbin Meir Kahana, fondateur du mouvement Car, interdit à la Knesset dans les années 80, du fait de ses positions racistes. Ettinger vivait dans la ville religieuse de Safed au nord d'Israël. Fiché par la police pour son implication dans des actes de violence anti-palestiniens, il s'était vu signifier une interdiction de se rendre en Cisjordanie. Le voici pourtant à l'image l'an passé, quelques jours après un incident dans le village palestinien de Kousra. Lui et ses camarades avaient été pris pour cible, puis emmenés de force après avoir pénétré dans les terres agricoles de cette localité. C'est grâce à l'intervention d'autres Palestiniens de Kousra que ces adolescents auront la vie sauve. Mais Meir Ettinger a une toute autre version des faits. Dans ce genre de moment, l'homme n'a plus de force et il n'y a plus que le Tout-Puissant. Notre force, la force de combattre chez les vrais Juifs, elle vient de l'Éternel. Et quand on te prend cette force, il n'y a plus qu'à compter sur le Tout-Puissant. Tout le monde peut vous le dire, je vous le jure, il n'y a pas eu de peur, car on ressent la présence de l'Éternel. Nous étions animés d'une grande joie. D'après la presse israélienne, Meir Ettinger avait mis au point un plan batailler la rébellion. À la tête de son organisation clandestine, il souhaitait multiplier les actions violentes, à même de créer l'anarchie et une situation de quasi-apocalypse régionale. La finalité, rétablir le royaume d'Israël, comme au temps de la Bible. Alors on va tenter de mieux comprendre ce principe, cette idéologie, Mickaël, baptisée donc la rébellion, qui repose sur ce principe incendier, au sens figuré comme littéral, les territoires palestiniens pour déstabiliser l'État d'Israël. Quelle est la logique ? Il y a une logique anarchique, comme ça a été dit dans le sujet. Il y a quelque part l'idée que tout a échoué. C'est-à-dire pour amener à la rédemption, si le sionisme religieux traditionnel disait que la rédemption, la venue du Messie va arriver par un processus assez long, le retour des exilés sur la terre, les institutions israéliennes qui se mettent en place comme au temps de la Bible. Ici, on arrive à des gens qui sont en fait déçus de ce qui se passe. Ça ne va pas assez vite pour eux, il faut aller plus vite. Et pour cela, ils veulent faire exploser finalement la région. Et c'est un peu ça le but. Ils n'ont... Quitte à s'en prendre à leur propre gouvernement, bien sûr, il y a plusieurs cibles. Il y a les Palestiniens. Ouais. Il y a les chrétiens, on l'a vu, comme une religion considérée comme idolâtre, donc contraire à l'idéologie même du judaïsme, selon eux.
et leurs propres frères, on peut dire, puisqu'ils ont attaqué, il y a eu des bases militaires qui ont été attaquées, il y a eu des attentats, rappelons-le, contre des militants de gauche, de la paix maintenant, contre le professeur Sternel il y a quelques années. C'est-à-dire qu'il y a une volonté de détruire tout ce qui représente l'État, une volonté de s'attaquer, oui, au gouvernement, aux autorités, à l'armée. Et quand ils ne peuvent pas s'en prendre aux autorités israéliennes, alors s'en prendre aux plus faibles, aux plus proches, c'est-à-dire souvent donc les civils palestiniens. On se souvient de bouteilles incendiaires sur des voitures, de jets de pierre, de champs incendiés. Il y a une volonté de créer le chaos pour provoquer quelque chose. Toute cette théorie est basée sur le religieux. Est-ce qu'on peut les appeler des fous de Dieu? On a entendu Oettinger parler dans le reportage de joie, de la peur qui n'existe plus. Ce sont des illuminés? On peut parler d'illuminés. Je ne sais pas si le fait d'utiliser les termes de Dieu prouve qu'ils sont illuminés. Ils ont une lecture des textes qui est extrêmement radicale, une lecture totalement faussée, puisque aucune personnalité, aucune autorité rabbinique les soutient. Ils lisent les textes à leur manière, et c'est vrai, on l'a vu pour le petit-fils du rabbin Kahana, il s'inspire des textes de son grand-père, mais il est allé beaucoup plus loin. Le rabbin Kahana, même s'il a été interdit pour racisme, a quand même été député à la Knesset, aujourd'hui ces jeunes-là ne votent pas. Oettinger et ces gens ne votent pas, n'ont pas de représentation officielle. Pour finir, pour qu'on comprenne à quel point ils sont peut-être minoritaires, ils seraient combien, ces jeunes-là? Alors personne ne sait exactement. Selon les rapports du Shin Bet, on parle de plusieurs centaines de jeunes, de jeunes, on entend de moins de 30 ans, pas des enfants non plus, qui seraient prêts à rentrer dans ce mouvement, mais ils n'ont pas de structure installés, donc il s'agit de quelques jeunes par-ci, quelques jeunes par-là, et là on parle d'une cellule. Pour celle de Oettinger, on parle d'une véritable cellule. On a parlé de Moshe Orbar qui a été aussi arrêté il y a quelques jours, c'est-à-dire des gens qui ont des cellules, mais des petites cellules d'une dizaine de personnes capables notamment d'avoir l'incendie de cette église qui est un incident extrêmement grave. Merci beaucoup, Michael Blum. Autre cheval de bataille du gouvernement israélien est Binyamin Netanyahou, en particulier, encore et toujours, vous le savez, l'accord du nucléaire iranien et un mois du vote du Congrès américain. Eh bien, il s'est adressé hier directement aux fédérations juives américaines dans une intervention retransmise par Internet. Le Premier ministre israélien a dénoncé la campagne de désinformation, selon lui, des partisans de l'accord. Écoutez. L'accord empêche l'Iran de se munir de l'arme nucléaire sur le court terme. Mais à quel prix? L'accord donne la possibilité à l'Iran d'élaborer des dizaines, voire des centaines d'armes nucléaires d'ici 10 ans. Israël est menacé par l'Iran et il est évident qu'ils vont développer une bombe. Le deal qui était supposé mettre fin à la prolifération de l'arme nucléaire va à la place déclencher la production de l'arme atomique au Moyen-Orient, la partie la plus explosive de la planète. C'est un réel cauchemar. Juger l'accord sur le contenu et seulement sur le contenu de l'accord. Les personnes qui connaissent cet accord y sont tous opposées. Et ce soir, c'est au tour de Barack Obama de répondre à Binyamin Netanyahou. Le président américain doit prononcer un discours historique à l'université de Washington, un lieu hautement symbolique puisque le président Kennedy s'y était exprimé pour convaincre le peuple américain de prévenir une guerre nucléaire avec Moscou. Cette fois, c'était il y a 50 ans. Et en attendant, Julien, la campagne des pro-deals contre les anti-deals bat son plein aux États-Unis. Oui, absolument. À l'image finalement de l'affrontement entre Benjamin Netanyahou et Barack Obama, vraiment l'opposition entre les pros et anti atteint son paroxysme. Ça se retrouve sur le net, ça se retrouve dans les couloirs du Capitole, ça se retrouve partout finalement. Actuellement, l'EIPAC, le lobby pro-israélien, a déployé 300 lobbyistes dans les couloirs du Capitole pour convaincre un peu les congressmen indécis, notamment côté démocrate, de voter contre cet accord avec un argument phare. L'accord est mauvais pas uniquement pour Israël, mais pour les États-Unis. Sachant que l'EIPAC a 100 000 membres, ils pèsent, ils pourront peser également sur la réélection des congressmen, donc ils pourraient être sensibles à cet argument. Les congressmen, en fait, démocrates sont face à une sorte de dilemme. D'un côté, ils doivent apporter un soutien politique à leur président, mais ceux qui sont opposés à l'accord leur disent « mais vous voulez apporter un soutien politique, mais vous allez voter contre la sécurité de votre propre pays ». Donc il y a vraiment cette opposition. Il y a des ONG, également des ONG qui réalisent des clips, notamment l'ONG qui s'appelle Citoyens contre un Iran nucléaire, qui a réalisé une vidéo. On va regarder un extrait tout de suite, Barbara. The Iran nuclear deal. Good deal or bad
keeps their nuclear facilities. Military sites can go uninspected. Restrictions end after 10 years. Then Iran could build a nuclear weapon in 2 months. Iran has violated 20 international agreements and is the leading state sponsor of terrorism. Congress should reject a bad deal. We need a better deal. Voilà, et sachez qu'à la fin de cette vidéo, il y a un numéro de téléphone directement pour appeler les congressmen, sur leur site également pour envoyer des mails directement aux congressmen pour dire votez contre, pour appeler le public vraiment à s'immiscer. Ouais, il faut rappeler que le vote est toujours très serré, hein, son issue est encore toujours incertaine à un mois donc de ce vote au Congrès. Et puis il y a ceux qui soutiennent l'accord. Oui, absolument, vous l'avez dit, on a un peu plus d'un mois du vote, vers mi-septembre ça devrait avoir lieu puisque Barack Obama a donné 60 jours au Congrès pour se prononcer et les congressmen avaient décidé de s'octroyer un droit de regard, même si Barack Obama a un droit de veto sur cet accord. Le président américain peut compter sur plusieurs autres lobbies, notamment le G-Street, le lobby américain juif pro-israélien de gauche, qui lui soutient cet accord. Et il y a un soutien assez inattendu, celui de stars d'Hollywood qui ont enregistré un message pour expliquer aux citoyens américains qu'en absence d'un tel accord, ce serait la guerre. On regarde également un extrait. I think what Valerie is saying is that the agreement currently on the table is the best way to ensure Iran doesn't build a bomb. And it gives the international community unprecedented access to verify that Iran is keeping up its end of the bargain. A strong deal built on international diplomacy is the best way forward. And the alternative to that is war. Voilà, et là également, à la fin de la vidéo, numéro de téléphone pour appeler les congressmen. Le public est appelé à s'immiscer. Voilà, tout faire pour peser de tout son poids sur le vote au Congrès, censé avaliser ou non cet accord. Merci beaucoup. Merci Barbara. Nouvel attentat en Turquie, la cible, une nouvelle fois, des militaires turcs et une nouvelle fois un attentat attribué aux Kurdes du PKK. Explication, Léa Volbert. 2 nouvelles attaques du Parti des travailleurs du Kurdistan contre un convoi de l'armée turque ce mardi. Bilan, au moins 3 morts, 3 soldats turcs. L'Union européenne et les États-Unis ont d'une même voix appelé l'armée turque à s'en tenir à une réponse appropriée. La communauté internationale redoute un embrasement dans la région. Depuis le 24 juillet dernier, Ankara se livre à une guerre sans merci contre le terrorisme, un terme employé par les autorités qui englobe non seulement le Parti des travailleurs kurdes, mais aussi l'État islamique, principalement implanté dans le nord de la Syrie. Nous avons discuté de toutes les issues envisageables, de celles qui peuvent encore progresser, mais aussi des problèmes sur lesquels nous ne nous entendons jamais. La Turquie connaissait un calme relatif depuis près de 3 ans. Mais le 20 juillet dernier, un sanglant attentat dans le sud du pays a déclenché un nouveau cycle de violence. 32 jeunes militants kurdes avaient été tués. Si les États-Unis tentent de calmer la situation sur le terrain, ils entendent bien profiter pleinement du récent feu vert d'Ankara, leur permettant d'utiliser leur base aérienne dans le sud du pays. Une initiative qui n'est pas du goût du Premier ministre russe. Nous avons noté que cette initiative est illégale et contre-productive car c'est une violation du droit international et en pratique cela représente un obstacle au front commun de lutte contre le terrorisme. Selon les médias turcs, des dizaines de pilotes américains sont attendus dans les prochains jours pour mener des frappes contre l'État islamique en Syrie. Certains sont déjà sur place. Le ministère américain de la Défense a d'ores et déjà fait savoir que plusieurs drones armés de l'US Air Force avaient déjà décollé de la base turque. Et alors que l'escalade de violence se poursuit, le gouvernement turc a été rappelé à l'ordre par les États-Unis et l'Union européenne. Écoutez. Il faut que le PKK cesse ses attaques contre la Turquie et le gouvernement turc doit réagir de manière proportionnée. La violence doit cesser. La Turquie doit faire des efforts, mais la coalition et les groupes qui combattent dans le nord de la Syrie doivent aussi faire des efforts et rester concentrés sur la lutte contre le groupe État islamique. C'est l'été de tous les records au Moyen-Orient. Il ne s'agit pas de conflit cette fois, mais bien de la vague de chaleur qui frappe la région. 74 degrés se sont affichés sur un thermomètre en Iran. L'Irak est en proie aux pires coupures d'électricité de son histoire. Et en Cisjordanie, on cherche désespérément le moindre point d'eau. Léonore Jory. Vague de chaleur au Moyen-Orient. Depuis une dizaine de jours, les températures atteignent des sommets dans la région. À Bagdad, le thermomètre dépasse les 50 degrés à l'ombre, paralysant ainsi la capitale irakienne.
Vaporisateurs d'eau improvisés dans les rues, vente de pastèques sur les étalages, tous les moyens sont bons pour se rafraîchir. Pour répondre à cette canicule, le gouvernement a imposé la semaine dernière 4 jours de vacances à toute la population. Mais la colère des habitants était malgré tout bien présente. Plusieurs manifestations ont eu lieu dans le pays. Pour cause, la mauvaise qualité de l'eau et les coupures de courant. Une situation d'autant plus compliquée que la chaleur reste intenable. Nous sommes dehors à cause de la chaleur, parce qu'il n'y a pas de courant. On a du courant pendant 10 minutes et puis ça s'arrête. C'est pour ça que vous voyez tous les gens dans la rue, malgré que le gouvernement ait déclaré des jours fériés. Il n'y a pas de jours fériés. Le gouvernement a été mis en place il y a 13 mois et nous ne comprenons pas ce qu'il fait. Les gens souffrent à cause de la chaleur et du manque d'électricité. Toujours au Moyen-Orient, le thermomètre a littéralement explosé en Iran. 46 degrés dans la ville de Bandar Marshar, mais avec une température ressentie de 74 degrés. La canicule n'a pas non plus épargné la Jordanie. Le gouvernement a indiqué ce lundi prendre toutes les mesures nécessaires pour faire face à la chaleur. Des températures s'élevant à plus de 45 degrés et d'immenses tempêtes de sable ont entraîné plusieurs perturbations un peu partout dans le pays. En Israël, les températures dépassent également les 40 degrés. Le pays a battu son record de consommation électrique et aurait atteint pour la première fois 12 800 mégawatts. Palestiniens et Israéliens sont nombreux à fuir la chaleur étouffante des villes, profitant des nombreuses sources naturelles de la région. Et Israël, justement, qui a enregistré hier sa première victime due à cette vague de chaleur. Il s'agit d'un soldat, j'ai 18 ans. On prend tout de suite la direction de l'hôpital Ichilov à Tel Aviv, où on vous retrouve, Elsa Mimoun. Le bilan de cette canicule commence donc à s'alourdir dans le pays. Oui, bonjour Barbara, comme vous venez de le dire, un jeune homme de 18 ans est décédé hier à Jérusalem alors qu'il avait effectué tout au long de l'après-midi un tour dans la vieille ville. Autre cas à signaler, une petite fille de 1 an est actuellement dans un état critique à l'hôpital de Safed dans le nord du pays après avoir souffert de déshydratation dans un état extrêmement avancé. Alors nous nous trouvons actuellement dans la salle des urgences de l'hôpital Ichilov à Tel Aviv où on nous a indiqué que quelques personnes, principalement âgées, avaient été hospitalisées en raison de cette forte chaleur. Ces gens peu nombreux s'expliquent par le fait que nous sommes dans une grande ville et qu'il est donc possible de trouver rapidement et souvent un coin climatisé. Alors quels conseils, Elsa, donnent les médecins aux patients et à la population de manière générale en temps de canicule ? Alors nous allons parler avec un professeur à notre arrivée ici à l'hôpital Ichilov. Il faut donc s'écouter, dit-il, alterner activité et repos afin de ne pas forcer son corps. Il faut évidemment boire beaucoup et puis éviter les randonnées. Plusieurs sites ont d'ailleurs été fermés à la population qui est d'habitude très friande de ce genre de randonnée pendant cette période. Notez également qu'à l'hôpital ici à Tel Aviv, il y avait déjà eu il y a 2 ans lors du marathon un décès lors d'une vague de chaleur exactement similaire à celle-ci. Voilà pour les consignes. Merci beaucoup Elsa Mimoun depuis l'hôpital de Ichilov. Et puis à Tel Aviv, la pire conséquence de cette vague de chaleur, c'est l'humidité. Le taux est record cette année, 95% d'humidité. Benjamin Le Soif est allé recueillir quelques réactions d'habitants plutôt courageux qui ont osé sortir de chez eux. Je ne m'attendais pas à ce que le temps soit comme ça. C'est choquant. Je peux à peine respirer. Chaque mois de juillet et août, on a des journées très chaudes, mais pas comme ça. Là, ça fait plusieurs jours que c'est ingérable. Maintenant, je ne sais vraiment pas si c'est normal ou pas. Ça n'a pas l'air normal, du tout. Ça n'a pas l'air normal. Je pensais qu'en Israël, c'était vraiment sec et chaud, juste chaud. Mais ça, c'est vraiment surprenant pour moi. Qu'est-ce qui ne va pas ? Je ne sais pas. Peut-être que Dieu nous punit. Dès que je sors, je file à ma voiture le plus vite possible et j'allume l'air conditionné. On fait avec, on s'habitue. Comme les autochtones, aucun problème. Vraiment rien. Je souffre, quoi, c'est tout. Il n'y a rien à faire, non? Je bois beaucoup. Boire beaucoup d'eau, effectivement.
Autre titre, c'est aujourd'hui que sera expertisé le morceau d'aile d'avion retrouvé la semaine dernière sur une plage de l'île de la Réunion. Une expertise qui se tiendra à Toulouse afin de déterminer avec certitude s'il s'agit d'un morceau du Boeing 777 de la Malaysian Airlines, disparu mystérieusement il y a 1 an et demi. Julia Ganancia. Cela ressemble au hublot d'un avion. C'est peut-être un élément de plus pour comprendre ce qui est arrivé au vol MH370. Depuis mercredi et la découverte d'une aile, la plage s'est transformée en véritable chasse au trésor. Les promeneurs cherchent à mettre la main sur de possibles pièces d'avion. Je trouvais une partie en plastique ce matin en faisant le footing et en ramenant ma femme, parce que c'est moi qui ai trouvé la pièce dimanche matin, la pièce métallique avec les idéogrammes chinois. Et on est tombé sur une pièce plastique qui ressemblerait à l'emplacement d'un hublot d'avion. Seule certitude pour l'instant, le fragment d'aile retrouvé mercredi est bien celui d'un Boeing 777. La piste du MH370 se dessine donc puisqu'aucun autre accident aérien n'a impliqué ce type d'appareil dans cette région du monde. Depuis quelques jours, la police est débordée par le phénomène. Difficile de faire le tri entre simples bouts de ferraille et possibles pièces à conviction. On prend tout ça au sérieux et donc avant vraiment de lancer une procédure, on vérifie quand même sur place, d'où notre présence sur les lieux. À Toulouse, enquêteurs et experts aéronautiques ont débuté les analyses ce mercredi. Elles pourraient permettre l'identification du vol, mais de nombreux experts estiment qu'il est peu probable qu'elles dessinent le scénario de la catastrophe. Si l'expertise identifie avec certitude les restes de l'avion disparu, elle pourrait au moins permettre aux familles des victimes d'entamer leur travail de deuil. Voilà, et ce qui pourrait donner quelques éléments à cette expertise, Rudy, vous nous l'apprenez de façon assez surprenante ce matin. Il s'agit de crustacés accrochés aux débris de l'avion qui pourraient nous apporter de précieuses informations. Mais en tout cas, la seule chose dont les experts sont sûrs ce matin, c'est que les débris de l'avion appartiennent bien au Boeing 777, donc le modèle du MH370. Alors on a vu sur les images qui nous sont parvenues depuis ce week-end ces fameux petits crustacés accrochés au bout de l'aile, et leur analyse pourrait apporter effectivement des éléments de réponse sur les conséquences du crash. Alors la première réponse que l'analyse va apporter, c'est de savoir combien de temps la pièce d'avion a séjourné dans l'eau. En clair, s'ils sont plus vieux que le 8 mars 2014, c'est-à-dire la date du crash, cela voudra dire qu'il ne s'agit tout simplement pas du MH370. Et si, et seulement si, donc les crustacés datent d'après le 8 mars, on pourra développer des hypothèses là sur la zone géographique du crash, car la variété des crustacés va en dire un peu plus sur la partie d'océan. Alors si les crustacés appartiennent par exemple à la famille des lepas, on en déduira avec une quasi-certitude que l'accident s'est produit au sud-ouest de l'Australie, là où les eaux sont plus froides. Un spécialiste australien dit que s'il s'agit de baleines d'eau froide, ça pourrait être le signe que l'avion est tombé plus au sud qu'il ne le pense. Donc voilà, ce n'est pas une méthode purement scientifique, il n'y aura pas 100% de certitude. De fiabilité. Absolument. Merci beaucoup Rudy. On se quitte pour un nouveau journal. Juste après, on parlera de ce fameux cadeau de mariage de Cristiano Ronaldo à son agent, une île grecque. On est de retour sur le plateau du Morning. Merci d'être avec nous ce matin. On poursuit par ce phénomène en Israël. Au moment où les tensions grandissent entre Israéliens et Palestiniens, un chiffre qui dénote celui du nombre de Palestiniens de Jérusalem-Est qui demandent la nationalité israélienne. Inimaginable il y a encore quelques années, ces demandes sont en forte hausse depuis 1 an. Explication, Joseph Emmanuel. Ces Palestiniens viennent demander la nationalité israélienne. Nous sommes à Jérusalem, une ville dans laquelle la communauté arabe représente plus de 35% de la population. La plupart vit dans les quartiers est de la ville, des quartiers qui pourraient devenir palestiniens dans les prochaines années, ce qui ne manque pas de créer des inquiétudes. Mon problème n'est pas d'être ou de ne pas être israélienne. Je veux simplement renforcer ma présence à Jérusalem. C'est ma patrie, j'y suis née, je vis ici et je veux y rester. Et s'ils me prennent ma carte d'identité, cela veut dire que je ne pourrai pas rester ici. Ces dernières années, les demandes explosent. Ils sont aujourd'hui près d'1 millier à demander la nationalité de l'État juif. Et le serment de fidélité demandé par Israël n'est pas simple pour un Palestinien. L'obtention de la nationalité s'accompagne d'une déclaration de loyauté à l'État d'Israël, un risque pris au sérieux chez les dirigeants palestiniens.
Il y a un grand risque sur cette question, car si la situation continue, alors que négocieront les Palestiniens? Ils veulent négocier la terre, ils l'ont déjà perdue. Ils veulent négocier la population, elle aussi est perdue. Dans les deux camps, des réticences existent quant à ces demandes de nationalité. Les Arabes de Cisjordanie voient en ces demandeurs des traîtres, même si beaucoup avouent qu'ils feraient la demande s'ils en avaient la possibilité. Les Israéliens, de leur côté, ont aussi leurs réticents. Ils voient en ces demandes un problème démographique évident, des inquiétudes que ne partage pas le ministre israélien de l'Intérieur. Eux ont le courage de demander la citoyenneté israélienne, mais je ne pense pas que ceci affectera la négociation entre nous et les Palestiniens. Une négociation finalement beaucoup plus large, mais si, ce phénomène existe. Alors il est intéressant et nous devrions le suivre. Un phénomène qui existe, la question de l'identité palestinienne se pose donc avec complexité. Nombreux sont ceux parmi les Palestiniens qui avouent, à visage caché, ne pas vouloir vivre dans la future Palestine, leur crainte, perdre leurs droits face à une dictature comme le Hamas à Gaza, des droits sociaux, des droits médicaux ou simplement la liberté de conscience. Chacun en Israël est libre de pratiquer comme bon lui semble sa religion. Un argumentaire souvent repris par l'aile dure de la droite israélienne. Beaucoup considèrent que si certains Palestiniens sont de véritables nationalistes, nombreux sont ceux qui s'accommoderaient totalement de rester vivre dans l'État juif. Maurice, il faut donc relativiser ces données. Ce ne sont pas des demandes de naturalisation massive auxquelles doit faire face l'État d'Israël. En effet, Barbara, disons en effet que si de 1980 à 2004, les Palestiniens qui demandaient la nationalité israélienne à Jérusalem-Est se comptaient par dizaines chaque année, regardez ce graphe, depuis 2005, le rythme a augmenté à quelques centaines chaque année, mais ça reste encore un phénomène marginal. Alors sur les 300 000 Palestiniens qui ont le statut de résident permanent à Jérusalem, on estime que depuis 1980, ils sont encore 10 000 à avoir obtenu la citoyenneté israélienne. Mais ce qui a attiré l'attention des autorités israéliennes, c'est que sur ces 10 000 naturalisations, la moitié ont été obtenues au cours des 10 dernières années. Alors comment tout de même expliquer cette hausse, ce phénomène? Alors il faut noter que la tendance à la hausse s'affirme à compter de 2004, à la fin de la seconde intifada, et surtout avec la construction de la barrière de sécurité entre les territoires et Israël. Donc le fait que les négociations les négociations de paix entre Israël et les Palestiniens étaient totalement gelées, et le fait d'avoir construit cette barrière de sécurité sur les frontières municipales de Jérusalem a donné à penser à certains Palestiniens que l'affaire était jouée et qu'ils n'avaient plus qu'une solution, demander la nationalité israélienne. Donc jusqu'en 2005, on peut dire que le sentiment nationaliste prévalait chez les Palestiniens de Jérusalem-Est, mais que les deux intifadas et le blocage du processus de paix ont fait que les choses ont changé. Exactement, et on a un sondage effectué en 2010 qui confirme cette tendance. Alors regardez ce graphe, 70% des Palestiniens de Jérusalem-Est considèrent important de maintenir leur statut de résident permanent en Israël et de conserver leur carte d'identité israélienne. Mais encore plus intéressant, si on leur donne le choix, ces Palestiniens de Jérusalem-Est, 35% souhaiteraient obtenir la nationalité israélienne, 30% souhaiteraient être citoyens de l'État palestinien et le dernier tiers, 35%, ne sait pas se prononcer. Des chiffres intéressants. Merci beaucoup, Maurice. En Europe, plus de 2000 migrants seraient morts en Méditerranée depuis le début de l'année. C'est ce qu'affirme un rapport officiel publié hier. La crise des migrants continue, vous le savez, d'affecter de nombreux pays européens, comme la France, où des sites sont occupés à Paris par des réfugiés. Et toujours dans le tunnel sous la Manche, depuis plusieurs semaines déjà, le tunnel sous la Manche, où plus de 800 tentatives d'infiltration ont encore été déjouées la nuit dernière seulement. Écoutez à ce propos le ministre britannique des Affaires étrangères. Je pense que nous sommes parvenus à contenir la crise. Nous avons constaté une forte augmentation la semaine dernière, mais depuis le nombre de migrants a considérablement diminué. Nous avons pris un certain nombre de mesures en collaboration avec les autorités françaises et Eurotunnel qui se font déjà ressentir, et je pense que cela aura un effet encore plus important dans les prochains jours. Et puis en Grèce, la bourse d'Athènes réussit pour l'heure à contenir ses pertes, mais l'inquiétude concerne de façon beaucoup plus importante le secteur bancaire, un secteur incapable de redresser la barre face au manque de liquidité dans le pays. Explication, Léa Berdugo.
La bourse d'Athènes a limité ses pertes ce mardi. La veille, au premier jour de la reprise depuis 5 semaines, elle a clôturé sur une chute de plus de 16%. Un plongeon de cette ampleur n'avait pas été constaté depuis 1987, mais le ton est désormais plutôt confiant. Ce deuxième jour d'échange sur les marchés boursiers a montré des signaux clairs que nous nous dirigeons vers une normalisation après un mois sans aucune transaction. Tous les secteurs et les indices qui les représentent ont évolué dans un sens positif. À l'exception de 3 d'entre eux, les banques, l'alimentation et les secteurs de la santé. Les banques grecques sont donc de nouveau en difficulté, ce qui confirme leur condition de maillon faible de l'économie. L'indice bancaire était ainsi toujours en chute de près de 30%. Le secteur bancaire très affaibli est en attente d'une recapitalisation. Cette question est l'un des sujets de discussion entre le gouvernement grec et ses créanciers. Certains Grecs placent tous leurs espoirs sur les actions du gouvernement. Je pense qu'à ce stade, la seule chose que le gouvernement doit faire, c'est de prendre la bonne décision. Parce que le peuple l'a soutenu. Selon la porte-parole du gouvernement, une première phase de négociation avec les créanciers s'achève ce mardi. À partir de mercredi débutera la phase de rédaction de l'accord. Athènes doit rembourser avant le 20 août 3,4 milliards d'euros à la Banque centrale européenne. Voilà, alors que la Grèce tente de s'en sortir, tous les moyens sont bons pour renflouer les caisses de l'État, même la mise en vente de son territoire. Une star en aurait déjà profité, Rudy. Oui, souvenez-vous, Barbara, à votre mariage, vous avez offert ce magnifique service 24 pièces qu'on va voir. Et bizarrement, ni vous ni votre mari ne m'avez remercié pour ça. Mais passons, allez, c'est de l'histoire ancienne. Alors, le mariage qui nous intéresse donc aujourd'hui, c'est celui de Jorge Mendes avec la belle Sandra. C'est un mariage qui a eu lieu ce dimanche devant tout le gratin du football européen, car Jorge Mendes est un des agents de joueurs les plus influents du monde et un des plus riches aussi. Alors, je vous avais parlé de lui il y a quelques mois. Il a 90 joueurs, dont Falcao, Diego Costa et un certain Cristiano Ronaldo. Pour Mendes, Ronaldo, c'est bien plus qu'une relation de travail, c'est un ami. Alors normal donc que pour célébrer son mariage, Ronaldo casse sa tirelire pour le cadeau. Alors comme CR7 ne fait jamais les choses à moitié, il a donc offert effectivement une île grecque à son ami, une île choisie parmi les dizaines d'îles qui ont été mises en vente par le gouvernement grec. Alors on ne connaît pas le montant exact du cadeau, mais ce qu'on sait, c'est que le prix des îles grecques varie entre 3 et 50 millions d'euros. Un petit cadeau en toute modestie. Absolument. C'est un cadeau plus sérieusement réservé donc uniquement aux millionnaires, quoi. Eh bien pas forcément, figurez-vous, il y a des îles pour à peu près tous les prix, ça va dépendre d'un tas de facteurs. Alors par exemple, au large de la Bretagne, du Canada ou de l'Écosse, vous pouvez acheter une île à partir de 10 000 euros. Alors acheter une île, en fait, c'est pas vendre son territoire, c'est simplement acheter un terrain, comme une propriété. Comme acheter une propriété, comme acheter une maison. On part donc du prix au mètre carré, tout simplement, mais il y a d'autres facteurs qui interviennent pour une île, par exemple l'éloignement. Si votre île est à 2 jours de bateau de toute civilisation, évidemment, elle va pas vous coûter très cher, ça va vous coûter beaucoup moins cher. Alors, autre facteur, l'équipement. Par exemple, aux Caraïbes, vous avez un tas d'îles à vendre qui sont quasi clés en main avec l'arrivée d'eau courante, d'électricité. Certaines même ont déjà un port qui est déjà construit pour le bateau. A contrario, cela peut vous coûter très cher de faire tous ces aménagements sur une île déserte. Donc attention. Et puis, dernier conseil, et pas des moindres, vérifiez bien que l'île soit constructible, à moins que vous aimiez le camping. C'est important de savoir si on peut construire quelque chose sur une île. Ça vous plairait, Bethabé, de vous offrir une petite île? Oh, une petite île déserte, oui, c'est pas mal. Pourquoi pas. La Bretagne. Par exemple. Ça représente attention à la météo, attention. Ouais, voilà. Il faut bien les choisir. Ça représente quoi, plus sérieusement, ce marché des îles pour les États? Alors, il en existe à peu près dans le monde 10 000 à vendre. Alors, prenons l'exemple de la Grèce. On parle beaucoup justement de ces îles grecques parce que c'est très symbolique. Sur les 1200 îles grecques que compte le pays, certaines ont été mises en vente pour donc faire face à la crise. C'est un moyen comme un autre de renflouer les caisses de l'État, mais une solution qui est très impopulaire parce que la population a l'impression tout simplement de brader le pays pour des sommes finalement dérisoires étant donné la dette, donc on l'a dit, à peu près 50 millions d'euros pour l'île la plus chère. En réalité, finalement, on ne vend que du terrain. Ça reste évidemment en territoire grec et ça reste soumis à la loi grecque.
Voilà, mais cette idée de s'offrir une île fait rêver. Évidemment, Cristiano Ronaldo n'est pas le premier à se l'offrir. C'est quelque chose qui est très prisé chez les stars d'Hollywood, car effectivement, ils ont opté pour l'achat d'îles pour une raison très simple, la tranquillité. Vous n'avez pas de voisins, c'est difficile pour les paparazzis, et grand nombre de stars d'Hollywood ont opté pour cette solution. Johnny Depp, Leonardo DiCaprio, Mel Gibson, Pamela Anderson ou encore Eddie Murphy, tous ont leur petit coin de paradis dans les Caraïbes ou dans les Cyclades. En tout cas, Bethsabée, Barbara, je vous invite à faire du camping sur ma petite île du Morbihan cet automne. C'est encore plus sympa à la Toussaint. Voilà. Entre collègues, des vacances entre collègues. Voilà. Merci beaucoup de cette invitation, Henri. On va peut-être pas l'accepter tout de suite. Merci beaucoup. Allez, elles battent le plein au mois d'août. Les manifestations taurines, courses ou lâchers de taureaux, elles attirent énormément les foules, mais sont aussi le théâtre de drames, souvent avec ce dilemme auquel les maires sont confrontés. Sécurité ou traduction, Bethsabée. Ah oui, alors dans le sud de la France, Provence, Languedoc, vous avez toutes sortes de déclinations de ces fêtes votives ou encore taurines. Alors vous avez par exemple, regardez, les courses camarguaises qui consistent en fait à attraper donc la cocarde, qu'on ne voit pas très bien, mais qui est accrochée en général aux cornes du taureau. Alors là, on parle de tradition, attention. À Arles, depuis le 15e siècle, depuis 1402, il y a les premières courses comme ça, là c'était à Nîmes, ou encore les encireaux. Regardez, ça c'est un lâcher de taureau lors desquels les jeunes s'amusent à courir après les taureaux. C'est assez impressionnant. Là vous avez une espèce de petite compilation assez parlante, ces vidéos. Puis alors, il y a aussi les abrivados où les taureaux sont lâchés d'un bout à l'autre de la rue du village. Vous allez voir, encadré par les gardiens à cheval. Donc vous avez des taureaux et des chevaux qui sont lâchés. Or, lâcher des taureaux de parfois 350 kilos dans les rues d'un village ou parfois des hordes de chevaux, eh bien, n'est pas sans conséquences. Vous avez régulièrement des drames qui surviennent. La semaine dernière, un jeune Provençal de 15 ans seulement a été littéralement fauché alors qu'il s'amusait à courir aux côtés des chevaux et des taureaux dans les Bouches-du-Rhône. Il est décédé fin juin dans le Gard. Un homme d'une 60aine d'années cette fois-ci. Il a été violemment percuté par des animaux qui avaient été lâchés dans les rues à l'occasion d'un encierro. Il y a aussi perdu la vie. Et puis vous avez évidemment de multiples blessés. Dimanche dernier, lors des fêtes de Bayonne, le taureau est carrément sorti de la piste. 2 personnes ont été blessées, dont un photographe qui a été encorné sur 25 cm. Début juin dans le Gard, c'était cette fois lors d'une course camarguaise. Le taureau a sauté dans les gradins. Comme quoi, le taureau aussi, on peut pas trop prévoir ce qui va se passer. Il a blessé 5 personnes, dont une grièvement, qui est désormais hors de danger. Alors au-delà des accidents, de quoi en tout cas donner des frissons aux élus. Pourquoi ? Eh bien parce que parfois, ils se retrouvent poursuivis pour homicide involontaire et des élus dont les moyens sont limités, à répéter des messages de sécurité dans les haut-parleurs, à installer des barrières de sécurité. Sauf que le problème, c'est que plus de mesures de sécurité, les gens n'en veulent pas. Pourquoi ? Parce qu'ils sont trop friands de ces courses. Pour preuve, regardez ce sondage effectué par le Midi Libre, donc journal quotidien local. Faut-il mieux sécuriser les manifestations taurines dans les villages ? Eh bien oui, à moins de 28%, non. Donc le non l'emporte, pas plus de sécurité à 66%. Donc on préfère s'amuser avec les taureaux, quitte à se prendre 2 cornes dans les jambes ou dans le ventre. Pour préserver la tradition, et c'est effectivement le dilemme des maires qui ne veulent pas les interdire, mais ils tentent quand même de renforcer la sécurité en insistant sur un autre point, c'est la prévention liée à l'alcool. Exactement. Alors ils ne savent plus comment prendre le problème. Et alors comme souvent les débordements viennent d'abus d'alcool, d'excès d'alcool, notamment chez les jeunes, eh bien les maires tentent d'agir contre l'alcool. Fermeture à une heure avancée des débits de boissons par exemple, distribution d'éthylotest ou voire des chartes de bonne conduite dont on comprend que les effets sont limités. Bien souvent les accidents arrivent après qu'une personne a trop bu. L'an dernier à Alès par exemple, un spectateur très alcoolisé âgé de 17 ans avait poignardé l'arrière-train d'un taureau. Il avait trop bu, ça a fait évidemment pas mal de bruit aussi. Merci beaucoup, Bethsabée. Allez, on va se quitter pour un nouveau point complet sur l'actu à suivre juste après. Elle rêve d'être la Google palestinienne. Une start-up composée de 2 étudiants Naplouse fait du bruit en ce moment dans le monde du high-tech. Son projet, un chargeur dernière génération pour smartphone. Et ces étudiants ont obtenu 452% du financement espéré. Le détail après un nouveau journal qui vous est présenté ce matin par Alice de Comarmont. On
On est de retour sur le plateau du Morning. Merci d'être avec nous. C'est l'été de tous les records au Moyen-Orient. Il ne s'agit pas de conflit cette fois, mais de la vague de chaleur qui frappe la région. Une vague de chaleur quasi inédite. 74 degrés se sont affichés sur un thermomètre en Iran. L'Irak est en proie aux pires coupures d'électricité de son histoire. Et Israël a enregistré hier sa première victime. On prend tout de suite la direction de l'hôpital Ichilov à Tel Aviv, où on vous retrouve Elsa Mimoun. Le bilan de cette canicule commence en effet à s'alourdir. Oui, Barbara, un décès hier d'un jeune homme de 18 ans et 8 cas graves recensés dans tout le pays, dont cette petite fille de 1 an qui est actuellement hospitalisée dans le nord pour cause de déshydratation extrêmement grave. Alors ici à l'hôpital d'Ichilov, dans la salle des urgences, quelques cas, surtout des personnes âgées qui ont souffert de nausées ou de déshydratation suite à cette forte vague de chaleur qui dure à présent déjà depuis près d'une semaine. Alors Elsa, autre facteur à risque pour les hôpitaux, mais pour toutes les autres habitations également en Israël, c'est la surchauffe électrique. Est-ce qu'Israël est proche de sa ligne rouge en termes de capacité ? Alors on a beaucoup parlé dans les médias israéliens puisque la consommation d'électricité est en forte hausse. Un record a également notamment été enregistré en termes de consommation d'électricité puisque ici le mazgan, la climatisation en hébreu, tourne en boucle dans les maisons israéliennes, dans les bureaux et également dans les hôpitaux. Quelques coupures chez des particuliers, mais pour l'instant ici à Ichilov, tout fonctionne parfaitement. Jusqu'à présent, cette vague de chaleur qui devrait, selon les services de météo, se terminer d'ici à la fin de semaine. Merci beaucoup Elsa depuis l'hôpital d'Ichilov. Et puis à Tel Aviv, une des conséquences de cette vague de chaleur, c'est l'humidité. Le taux est record cette année, 95% d'humidité. Benjamin Le Soif est allé recueillir quelques réactions d'habitants plutôt courageux qui ont osé sortir de chez eux ces derniers jours. Je ne m'attendais pas à ce que le temps soit comme ça. C'est choquant. Je peux à peine respirer. Chaque mois de juillet et août, on a des journées très chaudes, mais pas comme ça. Là, ça fait plusieurs jours que c'est ingérable. Maintenant, je ne sais vraiment pas si c'est normal ou pas. Ça n'a pas l'air normal, du tout. Ça n'a pas l'air normal. Je pensais qu'en Israël, c'était vraiment sec et chaud, juste chaud. Mais ça, c'est vraiment surprenant pour moi. Qu'est-ce qui ne va pas ? Je ne sais pas. Peut-être que Dieu nous punit. Dès que je sors, je file à ma voiture le plus vite possible et j'allume l'air conditionné. On fait avec, on s'habitue. Comme les autochtones, aucun problème. Vraiment rien. Je souffre, quoi, c'est tout. Il n'y a rien à faire, non? Je bois beaucoup. Voilà. À direction la bande de Gaza, c'est un aspect qu'on connaît moins de l'enclave palestinienne, mais plusieurs quartiers huppés y existent. Et pour une certaine clientèle, un nouvel hôtel de luxe vient d'ouvrir ses portes. Visite guidée signée Sandy Fortis. Piscine, transat, parasol et plage privée, voici le nouvel hôtel de luxe de Gaza. À quelques kilomètres à peine des débris et de la pauvreté, le Blue Beach Resort vient d'ouvrir ses portes. C'est un très bon projet pour Gaza parce que les Palestiniens de Gaza ont aussi le droit d'avoir de beaux endroits comme celui-ci et des lieux de divertissement. Construit par la Palestine Real Estate Investment Company, le Blue Beach Resort comporte 162 chambres avec kitchenette, un restaurant, un spa, une salle de sport et plusieurs piscines. Un complexe touristique luxueux qui accueille des clients prêts à payer entre 100 et 160 $ la nuit. L'hôtel est parfait pour Gaza. On n'a pas tellement d'autres endroits où l'on peut rester une ou plusieurs nuits. Dans la plupart des lieux de divertissement, on ne peut rester que quelques heures. Un luxe loin d'être accessible à tous les Gazaouis, alors que les travaux de reconstruction des maisons détruites lors de l'opération Bordure Protectrice se font attendre. L'hôtel, lui, ne semble pas avoir été tant affecté. Son ouverture a seulement dû être reportée de quelques mois.
La page Facebook du Blue Beach Resort compte plus de 19 000 likes et l'hôtel apparaît déjà sur TripAdvisor, le plus grand site de voyage au monde. Selon l'agence de presse britannique Reuters, le site aurait toutefois apposé une bannière rouge au-dessus d'une photo de l'hôtel, avertissant les touristes des risques sécuritaires. Une bannière que nous n'avons pourtant pas trouvée en surfant sur la page du Blue Beach Resort. Un grand hôtel en plein Gaza, nouveau symbole du fort contraste présent dans l'enclave contrôlée par le Hamas. Luxe et richesse d'un côté, contre pauvreté, chômage et destruction. Et de Gaza, on prend la direction de la ville palestinienne de Naplouse, cette fois en Cisjordanie. Elle rêve d'être la Google palestinienne. Une start-up fait du bruit en ce moment dans le monde du high-tech. Son projet, un chargeur dernière génération pour smartphone. Julien, vous nous en dites un peu plus. C'est un peu la belle histoire du jour. On parle souvent de la Silicon Valley israélienne qui est entre, disons, Tel Aviv, Haïfa et Herzliya, vraiment sur la côte. Et finalement, pas uniquement sur la côte israélienne, mais également en Cisjordanie, donc côté palestinien. La start-up s'appelle Bold Knot. On connaît tous un peu les cauchemars des batteries déchargées. On se sert tous de notre smartphone en longueur de journée. Donc c'est un vrai calvaire. Et ils ont trouvé une sorte de solution. C'est comme un petit porte-clés. Vous allez voir dans la vidéo. Ça se glisse donc partout, aux clés, dans la voiture, dans la poche, et ça permet vraiment de vous sauver la situation lorsqu'il n'y a plus de batterie. Regardez peut-être une vidéo explicative d'abord. This is the Bold Knot from Bold Gadgets, and it's the best way to take charge against low battery. We rely on our phones for a lot, and for many of us, our battery doesn't even last to the end of the day. The Bold Knot has an internal battery that gives your phone a quick boost of up to 30%, so you can spend more time worrying about what matters to you. The Bold Knot also works as a standard USB charging cable, and it will charge off your computer faster than other cables. Once your phone's battery is full, the knot will begin charging itself. Voilà, donc vous avez compris, il peut recharger le téléphone 2 fois plus vite. Et en fait, le câble, vous savez, le câble sert aussi à transférer des données, le câble USB. Et en fait, la technologie coupe le transfert des données pour n'être qu'un chargeur. Et c'est comme ça qu'il charge 2 fois plus vite le téléphone en étant uniquement un chargeur de téléphone. Et ça peut se transformer en porte-clés également. C'est tout simple en fait. On se demande comment personne n'y a pensé. Oui, exactement. Alors, vous nous avez promis une belle histoire. Elle est où la belle histoire ? Bon, la belle histoire déjà, c'est que ça se passe à Naplouse, en Cisjordanie. Or, Naplouse, pour ceux qui le savent, durant la seconde intifada, Naplouse, c'était un peu le berceau du terrorisme palestinien. C'était une ville qui était à feu et à sang. Donc aujourd'hui, de voir des étudiants palestiniens, on va voir d'ailleurs la photo des fondateurs, de voir des étudiants palestiniens trouver cette idée de start-up, c'est une belle histoire. Ne serait-ce que en raison du lieu d'origine, mais pas uniquement, on le sait, financer une start-up, c'est jamais évident, notamment quand on est en Cisjordanie. Alors ils ont eu recours au crowdfunding, c'est-à-dire au financement participatif, c'est-à-dire appeler les internautes à faire des dons, et ils ont réussi à obtenir plus de 75 000 $. C'est bien au-delà de leurs espérances, et ils ont lancé les productions en Europe, et les premières livraisons sont attendues pour l'automne. On pourra bientôt les acheter. On pourra bientôt les acheter. Vous pouvez même en acheter déjà sur Internet. D'accord, bon, on va se renseigner. Ça s'appelle Bold Knot. Voilà, pour tous les intéressés. Merci beaucoup, Julien. Elle s'appelle Yolande Armour. Elle est peu connue du grand public, mais son action figure pourtant au patrimoine de l'histoire israélienne. Espionne des temps modernes, dans la cour du roi Farouk, cette femme intrépide a su s'imposer. Un documentaire sur sa vie a été dévoilé il y a quelques jours. Regardez. Elle s'appelait Yolande Armour. Dès 1945, cette espionne a travaillé pour l'agence juive en Égypte. Dans les années 40, elle fournit des renseignements aux dirigeants politiques et militaires de la Palestine mandataire, à ses risques et périls. Née à Alexandrie en 1913, la jeune fille a été élevée à Saint-Germain-en-Laye en France. À 17 ans, elle revient en Égypte, se marier avec un homme d'affaires, Jacques de Botton, puis divorce. L'aventurière est séduite par le sionisme en Égypte lorsqu'elle assiste à une conférence donnée par le sioniste italien Enzo Sereni. En 1945, elle est recrutée comme agent secret. Sa couverture de journaliste politique lui permet d'accéder très facilement aux sphères supérieures de la société égyptienne. Yolande Armour devient même une habituée de la cour royale égyptienne alors qu'elle dirige un réseau d'agents. Le film est très original. Il parle d'une espionne, une femme juive qui est née à Alexandrie. Elle est devenue un agent très important qui a travaillé à la création de l'État d'Israël. Elle a mis sa vie et celle de son fils en danger. C'était une mère célibataire qui a élevé seule son fils. Après la Seconde Guerre mondiale, David Ben Gourion lui rend visite au Caire. En janvier 1948, elle s'envole pour Lida, en territoire palestinien, pour lui transmettre des plans secrets de la Syrie et de l'Égypte cousus sur ses épaulettes.
Démasquée par les frères musulmans en 1948, elle est arrêtée et jetée en prison. Elle y tombe très malade et aggrave le cancer de l'estomac dont elle est déjà atteinte. Libérée au bout de quelques mois, elle s'installe à Paris où elle travaille pour la délégation israélienne à l'ONU. Elle retourne ensuite au Caire où elle continue son travail d'espionnage. En 1951, Armor s'installe à Jérusalem dans un modeste appartement. Elle est alors mise au placard et devient employée de bureau au ministère des Affaires étrangères israélien. Son raffinement et son élégance ne trouvent plus d'écho dans une société israélienne dure et pionnière. Elle décède en 1959 et est enterrée dans le cimetière de Givat Shaul à Jérusalem. Malheureusement, Yolande est morte à la fin des années 50. Son fils a très bien réussi, Gilbert de Botton. Il a vécu en Suisse, puis il a déménagé à Londres. Les enfants de Gilbert, Miel de Botton et Alain de Botton, sont très connus, chacun dans leur domaine. Sa vie est aujourd'hui racontée dans un documentaire réalisé par Dan Volman. Le film retraçant sa vie date de 2010, mais est resté peu connu. Il a été projeté à Ceret, un festival de films et de télévision israélienne à Londres. Un hommage longtemps attendu et dûment mérité. Maurice, quelle est la dette de l'État d'Israël envers Yolande Armor ? Écoutez, Yolande Armor restera celle qui a fourni d'importantes informations stratégiques, les textes des 2 résolutions de la Ligue arabe, dans 47 et 48, pour sauver la Palestine arabe, et surtout les plans concoctés par les armées arabes pour en finir avec le mandat britannique en Palestine. Elle travaille dans des conditions difficiles, sans émetteur radio qui marche, sans soutien logistique. Elle risque sa vie pour faire passer des documents, et vous l'avez entendu, une fois même, ils étaient cachés dans les épaulettes de son costume au cours d'un voyage à l'étranger. Mais comme dans toutes les affaires d'espionnage, son plus grand succès dépend d'une relation amoureuse avec l'ambassadeur de Suède en Égypte. Tombé sous le charme de Yolande, il se rallie à la cause du sionisme et obtient le soutien de la Suède à la création de l'État d'Israël. Alors, il faut quand même rappeler que Yolande Armor n'est pas la seule espionne israélienne à avoir sombré dans l'anonymat. Exactement, il y en a une autre. Elle s'appelle Inshrar Moussa, une Égyptienne mariée à un Palestinien, Ibrahim Shahin. Le couple a été accusé d'espionnage au profit d'Israël de 67 à 74 en Égypte, année critique, vous vous souvenez, qui ont suivi la guerre des 6 jours et précédé la guerre de Kippour. Le couple a été grillé en 1974, Shahin a été exécuté en Égypte en 1977. Elle a été condamnée à mort mais libérée après 17 mois de prison apparemment dans le cadre d'un accord d'échange avec Israël. Inshrar et ses enfants ont en effet été infiltrés en Israël où ils se sont convertis au judaïsme. Mais regardez cette interview d'Inshrar filmée par la télévision égyptienne à sa libération. Elle raconte son arrestation, elle étonnée par la disparition de son époux depuis le matin. Dans l'après-midi, on sonne à sa porte. Elle raconte, ce sont des agents de sécurité qui lui demandent si elle est bien Dina, son pseudo d'espionne. Elle comprend tout de suite qu'elle a été brûlée. Lors de son arrestation, elle a dit à ses enfants « Mieux vaut que tout cela finisse maintenant, je ne peux plus continuer ainsi ». Et elle est restée dans l'anonymat en Israël. Voilà pour ces héroïnes des temps modernes. Merci beaucoup, Maurice. Allez, on va terminer par cette histoire avant de se quitter pour un nouveau journal. Elle concerne des réfugiés irakiens. Ils sont en Jordanie, ils ont fui la guerre, mais n'ont pas perdu le sens de l'humour. Regardez, Myriam Aman. Si certains Irakiens ont décidé de prendre les armes pour combattre les djihadistes de l'État islamique, Ahmad al-Bashir préfère l'humour. Depuis des studios en Jordanie, cet ancien journaliste irakien présente une émission satirique à succès qui tourne en dérision les terroristes de Daesh. Ahmad al-Bashir a lui-même échappé à la mort en 2011 dans un attentat à Ramadi en Irak. Le danger de l'islam extrémiste et fanatique, il connaît bien et veut le désacraliser. Ils pensent être des personnes très sacrées et quand on se moque d'eux, quand le Bachar Show se moque d'eux, ça donne d'eux une image de gens ordinaires comme tous les autres, alors leur auréole tombe. Le satiriste est devenu célèbre dans tout l'Irak avec son humour intrépide et ses critiques acérées. Chaque semaine, des millions d'Irakiens se pressent devant leur poste pour regarder son émission. Ce programme permet d'oublier les soucis quotidiens et la mort intérieure de l'homme. Nous voulons rire, nous voulons nous aimer les uns les autres, nous réunir les mains dans les mains. Mais se moquer de l'État islamique n'est pas sans danger. L'équipe de l'émission a reçu de nombreuses menaces de mort. De la part de l'État islamique, on a eu des menaces de mort du genre « nous vous décapiterons, nous poserons vos têtes sur votre dos et des chiens mangeront vos corps, etc. etc. » Malgré les menaces, Ahmad al-Bashir persiste et signe. Il manie l'humour et la satire chaque semaine sur le petit écran.
Voilà, c'est important de continuer à rire. On va se quitter pour un nouveau journal juste après le mois d'août débute et vous venez d'arriver peut-être sur votre lieu de villégiature. Alors tout va pour le mieux, mais derrière la zen attitude se cache l'angoisse de tout parent, la perte de son enfance sur la plage. À suivre donc après un nouveau journal, quelques conseils simples et pratiques pour éviter ce terrible cauchemar. Restez avec nous. Ce sera donc juste après un nouveau journal qui vous est présenté ce matin par Alice de Comarmont. Retour sur le plateau du Morning, merci d'être avec nous. On revient à présent sur cette crise qui a touché la France au début de l'été. Ambition sans limite pour Uber, cette application qui propose, vous le savez, des voitures de tourisme avec chauffeur. Eh bien, elle a envahi pas seulement la France, mais la planète tout entière. En l'espace de 5 ans, un succès financier, 50 milliards de dollars de valorisation, mais aussi le cauchemar des chauffeurs de taxi. Une colère qui a désormais gagné l'Amérique latine. Démonstration au Mexique et en Colombie avec Johanna Citruc. Ces images amateurs ont été tournées la semaine dernière dans les rues de Mexico City. Plusieurs dizaines d'individus armés de farine, d'œufs et de barres de fer s'attaquent à ce véhicule. Ils détruisent les vitres et s'emparent du smartphone de l'homme qui est au volant. Il s'agit en réalité d'un chauffeur Uber. Comme lui, 12 autres personnes ont été attaquées, mais aucun blessé n'est à déplorer. Derrière ces actes se cache la colère grandissante des taxis mexicains envers la société de VTC. Nous sommes ici en face de cette ambassade pour montrer notre soutien et protester contre le mécontentement des syndicats de taxis à travers le monde. Nous sommes contre ces applications quasi internationales qui perpétuent un crime à chaque passager transporté. De son côté, Uber condamne ces agressions et appelle à un dialogue dans le calme pour résoudre les différends. La violence est inacceptable. Nous invitons toutes ces personnes à dialoguer et nous sommes disposés à travailler avec les autorités et les associations de taxis pour que cela bénéficie aux citoyens. Régularisé dans le pays il y a tout juste quelques semaines, Uber est considéré par les chauffeurs de taxi comme un concurrent déloyal. Les VTC ont plus d'avantages, notamment financiers, et facturent leurs courses moins chères. Résultat, les clients ont tendance à se tourner vers Uber. Une situation qui n'est pas cantonnée au Mexique, mais qui s'étend en Amérique latine. Par exemple au Brésil et en Colombie. Nous en avons assez de toutes ces applications illégales. Uber est en train de nous tuer. Maintenant, ils sont même moins chers que nous. C'est un client qui m'a dit que leur prix était plus bas que les nôtres. Mais ces obstacles ne semblent pas arrêter la société californienne. Uber, dont la valorisation dépasse désormais les 50 milliards de dollars, a révélé vouloir investir 1 milliard en Inde sur les 9 prochains mois. Objectif, écraser la concurrence locale et profiter pleinement d'un des plus grands marchés de la planète. Allez, on va au ciné. Restez avec nous. On va regarder toutes les images des films qui sortent cette semaine avec vous, Laetitia. Qu'est-ce que vous nous proposez aujourd'hui? Alors, petite semaine quand même pour les sorties au cinéma. Alors, d'abord, le reboot des 4 Fantastiques de la licence Marvel. Ça a été réalisé par Josh Trank. C'est avec Miles Teller, Kate Mara et Michael B. Jordan. Ils avaient déjà tenté leur chance sur grand écran, ces 4 Fantastiques, sans grand succès en 2005 et en 2007. Les temps sont durs pour les super-héros, la compétition est rude. On rappelle très rapidement l'histoire avant de regarder les images. C'est dans ce film l'histoire de 4 jeunes marginaux qui se téléportent dans un univers alternatif et dangereux qui modifient leur forme physique de façon choquante. Après que leur vie ait été irrémédiablement changée, la fine équipe doit apprendre à maîtriser ses nouvelles capacités et à travailler de concert pour sauver la Terre d'un ancien allié devenu leur némésis. Ok, je vous ai complètement perdu les filles. On va regarder ça tout de suite. En image. Qui dépasse. Allez, on y va. Nous vous avons donné 6 ans et des millions de dollars pour un résultat inexistant. Pourquoi ça changerait maintenant? Red Richards, il a conçu un module opérationnel.
Il n'y a pas de plus grands esprits que ceux que je vois ici autour de moi. Je trouve que tu détends l'atmosphère. Ah ouais? Non. Vous avez percé le voyage transdimensionnel. Ensemble, vous changerez le cours de l'histoire. Vous êtes en pleine possession de vos moyens? Ah ouais. Ouais. Ça roule. 2, 1. C'est un tragique accident dont les survivants montrent tous des aptitudes physiques extraordinaires. Ces aptitudes auront des applications infinies dans le monde réel. Dans l'armement, vous voulez dire? Tout ce que je veux savoir, c'est où sont mes enfants. Tu n'as aucune idée de ce que ces gens projettent de te faire. Écoute-moi. Je t'ai déjà écouté, c'est pour ça que je me retrouve ici. Je veux seulement guérir mes amis. On peut pas guérir ça. Ni toi, ni personne. Tu n'as pas idée de ce qui va venir. Alors dis-moi ce qui va venir. La mort. La fin de votre monde est le commencement du mien. Il est plus fort que nous. Mais il n'est pas plus fort que nous tous. Vous êtes prêts à kiffer maintenant? Dois-je alerter les pompiers? Elle aussi. Alors voilà pour ceux qui aiment les super-héros. On passe à l'autre sortie attendue de la semaine. Le premier avait fait un carton. Oui. Le deuxième va sans doute le suivre. Il s'agit de ce film. Ted 2. Ah mais je l'ai haï. Ted 2. Pourtant la planète entière est tombée amoureuse de cet ours en peluche qui est, je vous l'accorde Barbara, un peu vulgaire et qui est très transgressif, mais qui est quand même super drôle. Le premier volet de cette comédie américaine par les créateurs de Family Guy, Seth MacFarlane, a été un carton mais planétaire. Alors là, Ted et Tammy Lynn sont de jeunes mariés, ils essaient d'avoir un bébé et demandent à John, donc Mark Wahlberg, d'être le donneur en vue d'une insémination artificielle. Ben oui, c'est un ours en peluche. Cependant, il veut avoir la garde de l'enfant, donc il va devoir prouver devant un tribunal. J'ai bien compris. Qui veut avoir la garde de l'enfant? De qui? Qui est le donneur? L'ours, c'est le bébé ou le papa? L'ours, c'est Ted. Et il veut avoir un bébé avec sa femme, qui est elle humaine, on est d'accord? Et il est avec son compagnon, qui est donc John, qui est interprété par Mark Wahlberg. Son ami, quoi. Son ami, ouais. C'est avec lui qu'il a grandi. Il va lui demander de faire une donation de sperme, puisque lui, c'est un ours en peluche. Donc, effectivement, il ne peut pas même pas avoir forcément des relations avec sa femme. Donc, il va demander à John une donation pour faire une insémination artificielle. Et puis, ensuite, ils vont aller devant un tribunal pour prouver que le bébé est véritablement humain. Bref, on regarde en image, Barbara. Décidément. Ils se marièrent et vécurent heureux. Ça n'existe que dans les contes de fées. Toujours est-il qu'un ours en peluche qui parle est sur le point d'épouser sa petite amie. Je vous déclare, ours en peluche et femme, vous pouvez embrasser l'ours. Comme quoi, les Américains se fichent royalement de tout. Oh mon Dieu, regarde, ils disent que pour qu'on puisse avoir un bébé, tu dois prouver que tu es une vraie personne devant une cour de justice. C'est un cauchemar. On engage un avocat et on poursuit le gouvernement pour atteinte aux droits civiques. Samantha Jackson, vous devez être Ted? Ah ouais? Samantha Jackson, c'est quoi votre deuxième prénom? Leslie. Alors vous êtes Sam L. Jackson? Ouais, c'est mortel, comme Sam L. Jackson. Et qui est-ce? Non, sans doute. Vous êtes jamais allé au cinéma? Bah, c'est le noir. Il vous refuse les droits fondamentaux uniquement parce que vous êtes différent. Vous pouvez me rendre ma vie? Ted, qu'est-ce qui vous rend humain? Mettez-nous sur la voie. What did you think I would do at this moment? Objection. Rejeté. Pour avoir le statut d'humain à part entière devant la loi, il est essentiel que vous apportiez votre contribution à la société. Alors il vient mon café? T'inventes pas un vaccin, merde! Quel connard. 20 $ que je lui shoote un bout de cookie dans l'arrêt. Vas-y, fais-le. Ouais, je vais le faire. Oh, poignet! Qui a fait ça? Pardon, monsieur, excusez-le, c'est mon petit garçon de 5 ans. Brutus, assieds-toi, mange tes nuggets! J'aime pas les nuggets! Je vais vous poser quelques questions test. Envoyé? Est-ce que vous vous considérez comme un humain? Objection! Accordé! Ce n'est pas le rôle du témoin. Perpétuité! À Condamné! Spéculation? Oui, dire! Greffier? Plaidoirie! Calomnie! Dans mon cabinet. Pas envie de pisser. J'ai terminé. On pourrait trop être avocat. Bang!
Voilà, bon, je vous ai convaincu. Mignon, ce petit Ted, il est drôle. Oui, il est vulgaire, mais il est c'est du second degré. Il est rapide. Allez. Fini par le petit Frenchie. Voilà, le petit Frenchie, rien à voir avec Ted, rien à voir avec les 4 Fantastiques, c'est La Dame dans l'auto avec des lunettes et un fusil. Je l'ai dit très vite parce que c'est un titre très long. Voilà. J'adore. La Dame dans l'auto avec des lunettes et un fusil, allez. De Johan Sfar avec Freya Mayor et Benjamin Biolay. Et puis là, on va regarder ça en images. Tout de suite. Voilà, vous comprenez pourquoi je vous en ai pas parlé avant de lancer la bande-annonce, puisque je vous laissais la magie opérer, le mystère et tout en musique. Voilà, tout en musique, mais tout de même avec un suspense soutenu. Et puis, si on connaît un peu le travail de Johan Sfar, c'est-à-dire Le Chat du Rabbin, et puis évidemment le Gainsbourg Vie héroïque, qui était selon moi un vrai chef-d'œuvre, eh bien, il n'y a pas forcément grand-chose à dire. Ça suffit de dire que c'est Johan Sfar qui réalise pour se déplacer dans les salles obscures et aller voir donc la dame dans l'auto avec des lunettes et un fusil avec Freya Mayor, qui est une jeune actrice qui est vraiment en train de monter, qu'on retrouve dans plusieurs gros longs métrages et qui, à mon avis, a une carrière brillante face à elle. Dont on entendra encore parler. Voilà, c'est la formule consacrée. Voilà pour ces films qui sortent aujourd'hui. Merci beaucoup, Laetitia. Allez, en Italie, cette initiative à présent, une initiative qui va durer tout le mois d'août, s'acheter une gelato, une glace, et en laisser une autre en suspens pour quelqu'un dans le besoin. Explication, Océane Nicole. Cet été, l'Italie lance la glace en suspense. Le principe est simple, un client prend une glace mais en paye 2, la seconde restant donc en suspense le temps qu'une personne dans le besoin en bénéficie gratuitement. L'idée reprend la tradition napolitaine où l'on payait en avance un café pour une personne nécessiteuse et c'est l'association Salvamam, engagée dans l'aide aux familles défavorisées, qui l'a remis à la mode. Quand tu as de la chance d'avoir un minimum de moyens, il faut toujours se souvenir de ceux qui en ont moins que toi. Il y a toujours quelqu'un qui a moins de chance que toi. Il y en a aussi qui ont beaucoup plus. Il n'y a pas besoin de faire des miracles, mais un petit geste, plus un petit geste, plus un petit geste, ça fait des grandes choses. Cette coutume napolitaine est basée sur la confiance entre le donateur, qui ne connaîtra pas le bénéficiaire, et le commerçant, qui reste libre de déterminer à qui offrir la glace. Nous avons envie d'impliquer l'Italie dans quelque chose de positif, donner un signe de confiance et d'affection entre familles. Et l'engouement est allé au-delà des espérances de l'association. En plus des glaciers, les bars et les pâtisseries vont aussi proposer à leurs clients d'aider les personnes dans le besoin. Tout le mois d'août, les Italiens vont donc jouer le jeu de cette glace en suspense. Voilà, c'est l'été, on visite de nombreux lieux en été, c'est normal, la plage, les musées, les capitales, c'est bien pour la détente en famille, sauf quand on est parent qui n'a pas cette angoisse constante de perdre son ou ses enfants. Alors voici quelques conseils avec vous, Betsabé, pour éviter ce scénario catastrophe. Oui, une noyade, enlèvement, quelques secondes hors de notre champ de vue et voilà qu'on imagine le pire. Alors comment prévenir cette situation? Bien sûr, si vous êtes vraiment stressé, il y a la laisse que vous pouvez voir sur vos écrans. C'est vendu sur eBay, c'est très populaire aux États-Unis notamment. Sinon, vous pouvez, autre conseil, rester
collé, sauf que dans 10 ou 20 ans, eh bien, il vous reprochera d'avoir été un petit peu trop collant, justement. Il y a le point de ralliement, si vous pouvez repérer un panneau, un drapeau, un immeuble atypique ou un parasol s'il est original, ce qui n'est pas toujours le cas. Et alors, vous savez que si votre enfant se perd, c'est là que vous pouvez le retrouver. Toujours dans les conseils plutôt classiques, les couleurs vives, hein, rien de tel qu'une casquette rose fuchsia ou d'une combi rouge pétard pour retrouver votre enfant au loin en scannant la plage. Alors en plus moderne, vous avez les bracelets d'identification. Vous pouvez en trouver dans les centres de secours, dans les postes de secours, sur les plages ou dans certains offices de tourisme. Alors non seulement ils comprennent les noms, prénoms et téléphones des parents, mais en plus ils sont étanches et gratuits. Et puis il y a aussi, alors ça c'est un conseil que j'ai trouvé dans le Figaro Madame, vous pouvez apprendre un cri aigu, chère maman, après avoir choisi un son original et l'avoir appris à l'enfant au préalable. Il vous suffit de donner de la voix quand il sort de votre champ de vision et de faire confiance à son ouïe. Barbara, vous en avez un cri aigu ? Je vais le tester pour demain, d'accord ? Un cri aigu version berger de montagne. Hein. Exactement. Alors, et puis un dernier tip, sachez qu'un enfant qui est perdu aura tendance à partir dans la direction opposée au soleil pour ne pas être ébloui. Donc, vous pouvez vous en servir comme petit conseil aussi. Et puis, Betsabe, on n'a pas trop confiance en ses propres directives, quoi. C'est ça qu'il faut se dire aussi. Alors, si vous lui dites tous les jours qu'il ne faut pas suivre des inconnus, sachez que le conseil rentre par une oreille et sort par l'autre. Les images que vous voyez, c'est en Grande-Bretagne. À l'occasion d'une émission consacrée aux enlèvements, eh bien, un journaliste a fait un test. Il est allé voir des mamans dans les jardins d'enfants. Il a dit, est-ce que vous me permettez d'aller voir votre fille ou votre garçon et de lui demander de me suivre et de voir si ça marche. Alors la mère rigole, essayez, mais mon enfant ne vous suivra pas. Regardez. How many times a day do you tell your kid not to talk to strangers? I tell my kid every day. All right. So if I go over to your kid right now, will he or she talk to me or run away? I'm pretty sure she's not going to talk to you, but try. All right, which one's your kid? I'm going to put it to the test. I'm going to go over there with the puppy. She's right there. She's right over there? And then she's back. All right, I'm going to go over there and I'm going to talk to her as a stranger, all right? Hi. Hi. Look at the puppy. Puppy. Look at the puppy. Like the puppy? Yeah. Can you guess what her name is? Duncan. Duncan? You were close. Her name's Donuts. I got some more puppies. You want to go see the other puppies? Yeah. All right, let's go. Come on. Right over here. Give me a hand. Voilà, et la fillette part donc sous le regard ébahi de la maman avec la mâchoire qui tombe. Alors même au pays de l'affaire du trou en Belgique, une journaliste a fait la même expérience. 7 enfants sur 10 ont suivi sur la plage. On reste vigilant. Merci, on se retrouve demain. Portez-vous bien.